Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, un rebond qui tient sur les marchés actions. Un rebond qui s'est accéléré encore hier avec une belle séance de hausse. On avait déjà eu une hausse de 2% vendredi dernier. Et depuis, effectivement, les indices actions en Europe, notamment, tiennent la barre avec un CAC 40 à plus de 6200 points à mi-séance. On se satisfait de quelques bonnes nouvelles de court terme, si je puis dire. En tout cas, les marchés décident de voir le verre à moitié plein sur des sujets lourds. Le sujet de la crise politique en Italie. On comprend qu'il y a un chemin possible qui peut permettre à Mario Draghi de rester peut-être jusqu'au calendrier prévu des prochaines élections en 2023 en Italie. Il faut passer quand même l'étape du vote de confiance prévu cet après-midi, en fin d'après-midi au Sénat italien. Mais il y a un sentiment de détente quand même à court terme sur le sujet italien. Un peu de détente également sur la question de l'approvisionnement en gaz russe pour l'Europe, puisqu'on comprend qu'après les travaux de maintenance du gazoduc Nord Stream 1, le gaz russe coulera à nouveau, quand bien même il semble que ce sera un débit réduit, mais le gaz russe arrivera à nouveau à partir de demain, a priori, à travers ce gazoduc clé en matière d'approvisionnement. Et donc tout ça entretient un début d'optimisme, on va le dire comme ça, de la part des investisseurs, avec en plus des publications d'entreprises qui sont peut-être un peu moins mauvaises que ce qu'on pouvait craindre. L'exemple hier soir à Wall Street était Netflix, alors qui vient de très très bas, Netflix. Netflix qui avait surpris fortement le marché après son premier trimestre en annonçant des pertes d'abonnés importantes à venir. Ces pertes d'abonnés se sont révélées moins importantes que prévu. 970 000 abonnés de moins au deuxième trimestre contre une perte d'abonnés qui est attendue autour de 2 millions. C'est mieux que prévu et Netflix anticipe désormais à nouveau des gains d'abonnés sur le trimestre en cours et vise 1 million de nouveaux abonnés au troisième trimestre entre juillet et septembre. Après une chute de quasiment 70% depuis le 1er janvier, le titre Netflix a rebondi hier après la publication de ses résultats trimestriels. On évoquera évidemment ces sujets avec nos invités de l'émission de la mi-journée et nous parlerons précisément stratégie d'investissement. Est-ce tactiquement un bon moment pour envisager de reprendre du risque sur les marchés? Les équipes d'Edmond Rothschild Asset Management seront avec nous en plateau et pour la partie économique, c'est Patrice Gautry, chef économiste de l'Union bancaire privée qui nous accompagnera pendant cette demi-heure. Des marchés qui essayent de tenir le rebond accumulé ces derniers jours. L'enthousiasme n'est pas délirant aujourd'hui à mi-séance avec des échéances importantes demain, à commencer par la réunion de la BCE. Mais en tout cas, les niveaux de marché sont préservés pour l'instant. Les infos clés à mi-séance avec Alix Nguyen. Le CAC avance en légère hausse et bénéficie du net rebond de Wall Street, mais aussi de la perspective d'une potentielle réouverture du gazoduc Nord Stream 1 à la date prévue. Pour rappel, ce dernier est à l'arrêt depuis le 11 juillet et d'après Reuters, il doit normalement reprendre du service ce jeudi après une période officielle de maintenance. À noter qu'aujourd'hui, Mario Draghi saura s'il dispose encore d'une majorité au Parlement. Il défendra son bilan et se soumettra à un vote de confiance des députés. Pour rappel, la semaine dernière, il avait proposé sa démission après le boycott d'un vote important du mouvement 5 étoiles au Sénat. Démission alors refusée par le président italien Sergio Mattarella. Si les députés refusent de lui donner leur confiance, Sergio Mattarella sera contraint d'accepter son départ. La question se posera alors de savoir si une autre coalition est possible et si oui, pour combien de temps. Une réponse négative ouvrirait la voie à des élections à l'automne prochain, alors que les partis d'extrême droite caracolent en tête des sondages. Une décision qui sera surveillée de près par la BCE à la veille de la réunion de son Conseil des gouverneurs. Pour rappel, la Banque centrale a prévenu les marchés qu'elle procédera à son premier resserrement monétaire depuis 11 ans. D'après Bloomberg, la hausse pourrait atteindre 50 points de base contre les 25 initialement annoncés en échange d'un accord sur le mécanisme anti-fragmentation. Pour l'heure, l'anticipation d'une hausse des taux plus importante soutient l'euro. Sur le front du pétrole, on remarque aussi que le baril de Brent
dette recule. À New York hier, le S&P 500 et le Nasdaq ont clôturé en hausse de respectivement 2,8% et 3,1%, soutenus par des résultats d'entreprises globalement meilleurs qu'anticipés. Netflix est parvenu à rassurer Wall Street. Ces 3 derniers mois, l'entreprise s'attendait à perdre 2 millions d'abonnés. Elle n'en a finalement perdu que 970 000. Le nombre d'utilisateurs de la plateforme s'établit désormais à plus de 220 millions d'abonnés dans le monde. Pour rappel, en avril, son titre avait dégringolé de plus de 30% après avoir perdu des abonnés pour la première fois de son histoire. On termine avec un focus sur quelques valeurs à suivre. Carrefour avance dans le vert. Le groupe annonce la cession de sa filiale de Taïwan au conglomérat local Uni-President. Le PDG mise désormais tout sur l'Europe et l'Amérique du Sud. Le prix de cette opération pourrait atteindre 1 milliard d'euros. Et puis, à une échelle européenne, Uniper signe la meilleure performance du stock 600 à la suite d'informations du Handelsblatt, selon lesquelles les détails de sa recapitalisation par le gouvernement pourraient être discutés avec le chancelier Olaf Scholz vendredi. Tendance, mon ami, 2 fois par jour, les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Et entamons cette émission avec les enjeux économiques pour la zone euro, à commencer par la réunion de la Banque Centrale Européenne qui se tiendra demain, qui sera une réunion historique dans le sens où la BCE va délivrer sa première hausse de taux depuis 11 ans. Patrice Gautry est à nos côtés en plateau, chef économiste de l'Union bancaire privée. Bonjour Patrice. Bonjour. Bienvenue, c'est ce qui fait le charme de la politique monétaire en zone euro, quand d'autres banques centrales normalisent à vitesse grand V sans trop se poser de questions aujourd'hui. La BCE fait face à un niveau de complexité un peu différent. C'est-à-dire que pour normaliser la politique monétaire en zone euro, il faut déjà garantir l'intégrité de l'euro. On avait eu il y a 10 ans en arrière le Whatever It Takes célèbre de Mario Draghi qui avait débouché sur un programme qu'on a oublié, qui n'a jamais utilisé, mais qui était le programme OMT qui permettait de garantir effectivement l'intégrité de l'euro en couvrant le risque de fragmentation, comme on dit, les écartements de coûts de financement entre États. On revient à cette question aujourd'hui, avant même de savoir si la BCE montera de 25 ou 50 points de base ses taux, c'est qu'est-ce que la BCE peut délivrer comme programme crédible pour garantir à nouveau l'intégrité de l'euro? Alors, premier élément de réponse, c'est qu'elle doit délivrer. C'est-à-dire il y a une obligation de résultat. Et après, ça dépend effectivement un petit peu du mix entre les hausses de taux, 25 points de base ou 50 points de base. On se retrouve d'ailleurs un peu de façon anecdotique dans la même situation que la Fed la dernière fois, où un article dans le Wall Street Journal avait dit « mais non, ce ne sera pas 50, ce sera 75 ». Et hop, effectivement, on a eu 75. Donc là, on a lancé un ballon, peut-être de la part de certains gouverneurs, pour voir comment les marchés allaient se positionner. Et effectivement, toutes les banques centrales sont en train d'accélérer le pas. Entre juillet et septembre, on n'a que des hausses de taux et des hausses de taux presque plus fortes qu'attendues. Donc la BCE pourrait se mettre dans ce train, malgré, et là il y a un exercice de communication, malgré l'annonce, la pré-annonce faite par Mme Lagarde de 25 points de base. Donc là, il faut gérer. Donc je dirais que c'est presque plus un acte de communication, de confiance en fait entre la Banque centrale et les marchés financiers que véritablement un enjeu important de politique monétaire, puisque de toute façon on est en train de rentrer dans une période. Et je dirais, pour conclure un petit peu sur les taux, maintenant on voit que l'inflation est forte, elle va rester forte, elle va continuer même encore à monter dans plusieurs zones, et on a déjà embarqué dans un train de hausse de taux. Donc maintenant, à mon avis, le débat va se porter plutôt sur le taux final, pas simplement sur 25 ou 50 points de base. Où est-ce que l'on va? On va à plus de 1% en zone euro, à 1,5%, ou on s'arrête à 1%, ou on ne va pas à 1%. Je pense que le débat, fondamentalement, pour les enjeux de politique monétaire, puisqu'on a vu que le crédit est en train de se rationner. Les banques sont prêtes à fermer un petit peu le robinet du crédit, et la demande même, dans sa nature de crédit, est en train d'évoluer. Moins de demandes d'investissement, plus de demandes de financement en fonds de roulement de la part des entreprises, et aussi, de façon intéressante, moins de demandes de financement pour l'immobilier du côté des ménages, mais beaucoup plus de crédit à la consommation. Donc, on voit l'importance de ça. Alors après, bien entendu, il y a le mix, et dans la confiance, il y a bien entendu, je dirais, l'application concrètement de cet engagement d'éviter effectivement une fragmentation de la zone euro. Alors le plan
on a déjà des premiers éléments. Il semblerait que le titre, c'est la protection de la transmission monétaire. Hein. Oui. Ce n'est pas un plan anti-fragmentation. On voit bien que... Le mot, c'est subtil, mais c'est une nuance importante. C'est subtil, mais pour les gens qui sont habitués à décrypter le langage des banquiers centraux, ça veut dire beaucoup, comme dit le poète. Donc, effectivement, ça veut dire que on n'aura peut-être pas beaucoup de détails sur le montant, sur les détails, et certainement pas, bien entendu, Madame Lagarde ne va pas dire à 205 points de base entre le spread italien et allemand, on intervient. Non. Certainement pas, même si les marchés vont tester ces niveaux-là. Mais on peut avoir effectivement un mécanisme dans lequel, qui soit assez différent de l'OMT, puisque vous l'avez rappelé en titre, ça n'avait pas fonctionné parce qu'il y avait une conditionnalité qui était forte. Donc là, on peut se mettre un petit peu dans le profil du PEP, c'est-à-dire en fait des montants qui ne sont pas nécessairement limités, même si on peut développer des enveloppes qui sont revues régulièrement, avec une conditionnalité qui était en fait assez souple pour le PEP et qui reste assez souple dans le plan du NGEU. Donc là, je renvoie aux conditionnalités qui sont attachées par la Commission européenne. Donc vous appliquez le programme Next Generation EU, le programme d'investissement, de relance, de reprise, les critères. Et si besoin, en cas d'attaque spéculative, vous avez droit au programme de soutien de marché mis en place par la BCE. Pas en cas d'attaque spéculative, parce que les attaques spéculatives, vous pouvez en avoir tous les jours. En cas de tension qui mettrait à mal, en fait, les taux d'intérêt court terme, par exemple en Italie, qui ferait que la hausse de taux de court terme en Italie serait bien supérieure à celle observée en moyenne. C'est ça le mécanisme de transmission et l'anti-fragmentation. Par contre, si des spéculateurs ont envie de jouer sur la démission de M. Draghi ce soir, la BCE n'interviendra pas. D'accord. Oui, non, mais c'est là aussi où la nuance est importante. La BCE ne va pas faire une lecture trop politique du spread. S'il y a un sujet de politique intérieure dans un pays comme l'Italie, au hasard, c'est le cas évidemment aujourd'hui, c'est pas à la BCE de couvrir ce risque politique jusqu'à un certain niveau en tout cas. La BCE ne couvrira pas deux risques. Le risque politique tel que vous l'avez mentionné et le risque purement budgétaire. C'est-à-dire, quelle que soit la coalition en place, ou même si M. Draghi revient en disant « ça y est, j'ai réussi à générer une coalition, mais avec un plan de dépenses multiplié par 2 », la Banque Centrale Européenne n'interviendra pas parce que là, on va sortir progressivement des critères, soit, alors pas l'OMT, mais NGEU, ou des critères de stabilité, de pacte, puisqu'on a quand même encore ça un petit peu en référence. Donc c'est simplement, en définitive, une dérive supérieure à d'autres dérives. Donc les taux peuvent monter, les taux courts, les taux longs, mais en fait, ils ne doivent pas monter plus vite sur le coût de financement à très court terme en Italie par rapport à la moyenne européenne. Mais par contre, si l'Italie s'écarte en fait de, je dirais, un plan de réduction de moyen terme de son déficit primaire, alors que c'est un pays qui est très sensible en fait en termes de taux d'intérêt, à la charge d'intérêt sur une dette qui est une des plus importantes au sein de la zone euro. Donc là, effectivement, la BCE n'interviendra pas. Ah oui. Alors c'est là aussi où certainement, enfin si j'étais dans la salle, c'est là où je poserais des questions. Mais malheureusement, ce ne sont que des journalistes, pas les économistes. C'est de dire, mais comment est-ce que vous allez discriminer, distinguer dans une hausse de spread, si on a des spreads à 200 ou à 250 points de base, quelle est la part due à l'évolution macroéconomique, l'effet transmission ou l'effet purement politique et spéculatif? L'heure de vérité, c'est le moment où on cadre le budget aussi, d'une certaine manière. C'est là où la politique et le budgétaire se rejoignent. Et c'est à l'automne que ce moment important est attendu pour les États européens et pour l'Italie comme les autres. C'est la première mission de M. Draghi. Alors justement, est-ce qu'on lui donne un mandat pour aller un petit peu au-delà ? Ou est-ce qu'on lui donne juste un mandat pour lui demander simplement de signer en quelque sorte le prochain budget, de le présenter à la Commission européenne, de tenir les 20 milliards qui sont liés au plan NGEU et après de retourner à sa retraite. Mais je ne pense pas que la personnalité de M. Draghi accepte ce genre de mandat. Bon, vote à suivre en fin de journée au Sénat pour savoir si Mario Draghi peut rester encore quelques temps, s'il arrive à rafistoler sa coalition. Je rappelle, le calendrier normal des prochaines élections législatives, c'est le premier trimestre, printemps 2023. Je reviens sur la première idée, effectivement, 25-50 points de base, mais la question c'est, et ensuite, c'est quoi
la stratégie, le point d'arrivée de la normalisation de la politique monétaire en zone euro? Est-ce qu'on peut avoir une trajectoire crédible de ce point de vue-là quand on affronte une crise italienne potentiellement plus importante encore demain, quand on a l'épée de Damoclès permanente du gaz russe au-dessus de nos têtes qui prend une forme de supplice chinois? On va remettre un peu de gaz mais pas complètement, etc. Enfin, ce jeu-là va durer sans doute encore quelques temps. Comment est-ce qu'on peut se projeter au-delà des quelques mois quand on fait de la prévision économique et de la stratégie de politique monétaire? Alors, ça, c'est un élément de communication qui manque aujourd'hui dans la Banque Centrale Européenne. Et on espère... Alors, peut-être aujourd'hui, demain, pardon, ça va être un peu court, mais par contre, dans les mois à venir, et pour le mois de septembre, il serait bien que l'on ait une communication qui nous dise, en fait, puisqu'ils travaillent sur plusieurs scénarios, un scénario central, des scénarios plus positifs dégradés, ou plus négatifs. Et si l'Europe n'a pas à sa disposition de gaz russe, quel est l'impact sur la croissance? Et quel est l'impact sur la politique monétaire? L'impact sur la croissance, différents organismes, la Commission européenne, la Banque centrale européenne, le FMI dernièrement, a travaillé sur des scénarios. Ils concordent tous vers, je dirais, un chiffre qui est assez symbolique, c'est un choc de 2% de croissance en moins sur la zone euro à partir du moment où intervient cela. Dans le meilleur des cas, c'est-à-dire qu'il y a des pays, les petits pays, en fait, qui sont plus proches et qui sont presque 100% dépendants en fait, du gaz russe ou des approvisionnements en Russie, ça va être de l'ordre de -5, -6. Par contre, pour l'Europe en moyenne, ce serait -2. Pour l'Allemagne, c'est autour de -2. Pour l'Italie, c'est, selon les scénarios, entre -2 et -4. Donc ça peut être un -3. Donc ce scénario-là, il a été identifié par différents organismes. Donc là, ce serait bien que la politique monétaire nous dise comment elle compte se positionner si jamais... Parce que la probabilité, elle existe toujours, même si demain, les flux de gaz arrivent à 40% de ce qu'ils étaient avant la maintenance. Ça reste un problème. Oui. Ça reste un problème parce qu'il y a un moment ou un autre, quelqu'un du côté du Kremlin peut vraiment fermer le robinet. Donc, ça, c'est une communication intéressante pour essayer de baliser un petit peu les risques du côté de la politique monétaire européenne. Et donc, là, je reviens effectivement... peut-être plus que 25 et 50 points de base, puisque là, on avait déterminé un schéma relativement simple et relativement clair, une approche graduelle des hausses de taux, qui s'ajoute, sans l'oublier un petit peu, à des liquidités qui sont en moindre injection, donc un coût de refinancement des banques qui, lui, de toute façon, a déjà augmenté depuis la fin juin. Donc, dans ce cadre-là, c'est, à mon avis, le taux terminal qui devient le plus important. Est-ce que c'est 1%? Et aujourd'hui, le discours actuel, c'est on va chercher 1% le taux neutre. en fin d'année, ce qui correspond peu ou prou. Alors, certains gouverneurs de la Banque centrale situent le taux neutre à 1,5, d'autres aux alentours de 1. Et donc, si on a ce choc énergétique, ce rationnement... effectivement, le 1% Est-ce que c'est encore inaccessible parce que effectivement, derrière, on aura des événements négatifs en termes de confiance, en termes d'activité économique et industrielle, et donc d'emploi. Bon, beaucoup de paramètres qui sont encore instables, on va dire comme ça. C'est ce qui caractérise malheureusement notre activité et l'activité des marchés boursiers. On peut passer du positif au négatif, et c'est malheureusement une des caractéristiques de cette période, et ça va pas s'arranger sur les prochaines semaines, c'est le manque de visibilité. Donc on travaille avec beaucoup de court terme, une vision de court terme, mais aussi les banques centrales travaillent à court terme. Donc c'est difficile, effectivement. Donc ça veut dire que 2023 peut être très bon, mais aussi très très mauvais, selon effectivement le degré d'ouverture du gaz et le degré d'ouverture ou de fermeture des marchés de capitaux. On aura à court terme, en tout cas pour le court terme, quelques éléments de réponse sans doute dans les prochaines heures, du côté de l'Italie en fin de journée et du côté de la Banque Centrale Européenne demain. Merci beaucoup Patrice Gautry qui est avec nous en plateau, chef économiste de l'Union bancaire privée. Bon, et parmi toutes ces interrogations économiques et monétaires, n'y a-t-il pas néanmoins sur les marchés là, une fenêtre de tir où l'espoir redeviendrait intéressant et porteur peut-être pour les actifs risqués? Michael Nizar est avec nous pour en parler, directeur des investissements multi-actifs d'Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour et bienvenue Michael. Bonjour Grégoire. Oh, la partie qu'on n'a pas évoquée, on parlait macroéconomie avec Patrice Gautry, c'est la partie des résultats d'entreprise, parce que là c'est quand même le gros morceau pour les investisseurs, au-delà des banques centrales et de l'Italie ou du gaz russe. Alors on est au tout début de la saison de publication, mais les premières indications sont toujours intéressantes. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce que le marché ou les analystes
attendent de ces résultats, de ce que le marché, lui, en attend et de ce qui peut être la réalité à l'issue de la période de publication? Déjà, en fait, si on rappelle le contexte au niveau des attentes des résultats et la dynamique des marchés, on est sur un point de bascule. Parce qu'en fait, si l'on se rappelle bien, depuis le Q4 2021 et durant tout le premier semestre, on a vécu quoi exactement? On a vécu en fait une baisse très forte des multiples de valorisation sur fond finalement de craintes de remontée de taux qui se sont effectivement produites, et aussi sur fond de craintes de réduction de la liquidité mondiale, à commencer par la Fédérale Réserve. Donc en fait, les prix ont baissé beaucoup plus rapidement que les earnings, que les bénéfices par action, durant 6-9 mois. Ouais. Aujourd'hui, on est sur un point de bascule, puisqu'en fait, sur fond de crainte de récession, on s'intéresse beaucoup plus en fait à ces attentes de résultats, notamment le pincement sur les marges. Voilà. Et donc, en fait, on est sur cette trajectoire, enfin, l'histoire des 6 prochains mois, ça va être l'histoire finalement de cette trajectoire des bénéfices par action. Alors, si on nous avait dit effectivement que 6 mois auparavant, avec une guerre en Ukraine, un tightening très fort, un resserrement très fort, monétaire, liquidité des banques centrales, plus en fait un confinement, un reconfinement en Chine, on allait encore avoir des attentes bénéficiaires positives, et c'est le cas encore aujourd'hui, ça aurait été quand même difficilement de le croire. Difficile de le croire. Et en fait, effectivement, aujourd'hui, on se situe à un point où on a à peu près 9% d'anticipation de bénéfices positifs aux États-Unis et même un peu plus de 10% en Europe. Et pour 2023, on est encore à 9% attendu positif aux États-Unis et plutôt 5% en Europe. C'est des chiffres positifs qui ont été déjà un peu révisés quand même ou pas, Mickaël? On partait d'où il y a quelques mois sur ces attentes? Alors déjà, ça signifie effectivement qu'on est sur un régime qui est beaucoup plus sain que dans les années précédentes où on a pu avoir effectivement ce type de récession, modérée ou plus forte, parce qu'effectivement, on a une croissance nominale quand on intègre l'inflation qui fait que ça inflate fortement les chiffres d'affaires, et donc en valeur, on a effectivement des top lines, donc en fait des chiffres d'affaires qui ont permis d'avoir finalement une résilience au niveau de ces attentes de résultats qui sont encore positives. Alors cela étant, depuis un mois, qu'est-ce qu'on voit? On voit des révisions qui ont été quand même orientées fortement à la baisse, notamment aux États-Unis et aussi en Europe. D'accord. Ce qui fait qu'on va entrer, et on est entré dans cette période de publication trimestrielle des résultats, avec finalement un obstacle qui va être plutôt facile à franchir, puisqu'en fait on est déjà sur moins 5%, quand on regarde donc les résultats attendus sur le Q2 versus le Q2 de l'année dernière, on est sur moins 5% quand on enlève les éléments volatiles, le secteur énergétique. D'accord, qui gonfle énormément effectivement les bénéfices attendus. Tout à fait. Ce qui veut dire que moins 5%, on risque d'avoir encore des taux de surprise aux États-Unis et peut-être aussi en Europe, plutôt de manière assez forte. Alors, j'ai envie de parler de 3 points finalement sur les earnings. Premièrement, c'est parler des guidance, l'orientation des bénéfices des grandes entreprises, les marges et puis les effets exceptionnels liés au change. Quand on regarde les guidance, ça va être très important parce qu'il ne va pas falloir effectivement regarder uniquement, on a une surprise positive, donc on s'arrête là. On peut avoir des sanctions sur des titres parce que certaines sociétés, notamment Nike, qui a effectivement bien publié, ils ont quand même publié aussi des orientations un peu plus prudentes. Et donc, il faudra vraiment faire très attention à cette orientation pour les 3-6 prochains mois et même au-delà. D'ailleurs, sur cette guidance-là, j'ai envie de dire, il y a quand même un élément positif, c'est que quand on regarde par exemple les annonces d'Apple, on va voir certainement dans la technologie un focus peut-être encore plus fort pour restaurer la profitabilité, en étant un petit peu moins dispendieux et plus en contrôlant davantage les coûts. Voilà. Donc ça, c'est sur les guidance, ça va être très important, et il nous semble que malgré tout, les guidance vont commencer à amorcer une tendance un peu moins positive. Oui, bien sûr, oui, il faut anticiper que la magie de l'illusion nominale, à un moment, s'évanouit. C'est que la question de la demande finale se pose réellement pour les entreprises. Exactement. Alors ensuite, sur les marges, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on est à 9% sur les marges en Europe et 13% aux États-Unis. Donc on est déjà sur un niveau, un haut cycle qui, à notre avis, va vraiment marquer le pas. On va commencer à avoir un pincement sur les marges pour les prochains mois. Alors, dû à 2 leviers principaux.
Premièrement, l'inflation par les matières énergétiques. Donc, on le voit dans les secteurs de la chimie, matériaux de base, industriels, matériaux de construction. On le voit par un deuxième levier lié à l'inflation par les salaires. Et là, en fait, on va le voir plutôt dans la consommation discrétionnaire, avec le tourisme, l'hôtellerie, mais aussi les transports. Et puis, peut-être aussi dans la consommation de base, qui va conjuguer finalement ces deux effets, liés aux matières premières, notamment agricoles, et aussi l'inflation par les salaires. Et donc, on sera très attentif à des chiffres comme Casino, Ahold aux Pays-Bas, et même Unilever. Qui se sont déjà plaints justement de ce renchérissement de ces matières premières. Et oui, et que passer les hausses de coûts, c'est une stratégie qui a des limites aujourd'hui pour ces entreprises-là. Exactement. Alors ensuite, le troisième point qu'on va vraiment regarder de très près et qui va être presque un miroir entre les États-Unis et l'Europe, c'est les effets change. On a des effets change qui sont aussi importants que ceux de 2008 ou 2011 pour les entreprises, notamment américaines, qu'on chiffre autour de 1 à 2% de contribution négative aux résultats. Ce qui veut dire que quand vous regardez par exemple des entreprises comme Microsoft ou Nike, on commence à voir finalement un pincement justement sur des résultats liés aux effets de change. De l'autre côté, en Europe, on a vu quand même, alors c'est notable, BASF dans la chimie, qui est supposé se plaindre effectivement avec des marges plus faibles. En fait, ils ont pu remonter leur prix sans toucher au volume, et en plus, ils ont pu bénéficier d'un effet change très positif sur l'euro-dollar. Voilà. Donc, ça va perturber vraiment la lecture, mais il nous semble que guidance, marge et effet sur le change vont être vraiment capitaux. Mais donc, quand même, cette saison de publication du deuxième trimestre, elle ne sera pas... sans doute pas aussi horrible que ce que certains craignaient ou espéraient d'ailleurs, je ne sais pas comment le dire, parce que certains investisseurs très cash, et on en a déjà parlé autour de ce plateau, attendaient un déluge de mauvaises nouvelles pour que le marché capitule et que ceux ayant beaucoup de cash puissent revenir à des prix extrêmement intéressants. Tout à fait, et c'est vrai que ce qu'on est en train de voir dans la dynamique des marchés, c'est que d'ores et déjà, quand on regarde, je parlais tout à l'heure du P, donc le prix, les multiples de valorisation ont baissé de 20% sans toucher les earnings. En fait, ça permet d'intégrer déjà en fait, une forte baisse des indicateurs avancés, comme les ISM, donc les directeurs d'achat aux États-Unis, les indices market, notamment en Europe. On est déjà en train d'intégrer un chiffre qui est passé en dessous de 5 ans, c'est-à-dire en territoire plutôt de contraction. Oui. Voilà. Donc finalement, on a bien vu dans les précédents cycles, les attentes de résultats ne sont pas forcément le meilleur estimateur finalement des tendances de marché. Alors, dans les tendances de marché, ce qu'on note par contre, et qui est plutôt constructif, c'est que depuis à peu près un mois et demi, on voit que les corrélations entre les marchés taux et les marchés actions sont en train de changer. On a vu pendant 6 mois ce qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, voire même depuis 40 ans, c'est-à-dire des marchés actions et des marchés taux qui baissaient en même temps. Donc, en soi, ce n'est pas un signe noir de voir 20% de baisse sur les marchés actions, mais qui aurait pu penser que en l'espace d'un semestre, on allait avoir moins 15 à moins 20 sur l'obligataire. Oui, c'est ça. Et donc, depuis à peu près un mois et demi, on a des corrélations qui redeviennent négatives. C'est-à-dire que le prix des obligations a tendance à monter quand les marchés actions baissent. Donc ça, c'est un premier point dans la dynamique qui est positive. C'est-à-dire que les investisseurs finaux peuvent être tentés de revenir un petit peu plus sur les marchés. Deuxièmement, il y a des mâchoires qui sont très fortes dans la valorisation interclasse d'actifs. Les marchés actions envoient des messages pas forcément très anxiogène. Le VIX, la volatilité sur les actions américaines, elle est plutôt très basse, dans un régime entre 24 et 27, vraiment très faible par rapport à ce qu'on a pu voir comme baisse des marchés. Alors que dans le même temps, sur les marchés du crédit, notamment sur le high yield européen, on est à plus de 600 points de base dans la marge de crédit. Ce qui veut dire que globalement, on a des volatilités taux qui finalement expriment ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a une incertitude sur quel est le taux terminal sur les taux des directeurs des grandes banques centrales. Quand je regarde par exemple le staff de la BCE, ils ont un spectre finalement de taux directeur qui va de 0,5 à 2%. Comment voulez-vous finalement que des investisseurs puissent avoir un intervalle de confiance sur les marchés de taux qui soit un petit peu plus faible? C'est difficile et donc c'est rare, mais les volatilités taux sont aujourd'hui très élevées par rapport à ce qu'on voit sur les marchés actions. Bon, concrètement, pour conclure rapidement, là,
Comment on se repositionne sur les marchés, justement, à travers la gestion multi-actifs et le fait que le marché obligataire retrouve de l'intérêt relatif? Qu'est-ce que ça veut dire sur d'autres parties du marché pour vous? Alors, en Mickaël? termes d'allocation tactique globale, on a plutôt tendance à réemployer le cash en allant vers le fixed income, puisqu'en fait, on a vu que les corrélations redevenaient un peu plus vertueuses. Donc, on a envie de passer plutôt neutre. On était quand même négatif sur les 6 derniers mois sur les marchés de taux et les marchés actions. On a tendance aujourd'hui à revenir à la neutralité sur des marchés de taux qui ont sous-performé, donc le marché américain, notamment aussi sur le grade d'investissement. Et puis, on a tendance aussi à revenir un peu sur la neutralité sur les actifs risqués, à la fois sur le high yield américain et aussi sur les actions américaines. Parce qu'en fait, les risques extrêmes ont tendance globalement à se dématérialiser lentement, notamment le risque lié à l'inflation. On grimpe le mur des craintes, pas à pas. C'est la fonction du marché aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs. Mickaël Nizard, notamment, qui est avec nous, directeur des investissements multi-actifs d'Edmond Rothschild Asset Management, et Patrice Gautry, je le rappelle, chef économiste de l'Union bancaire privée.